Bienvenue dans Yes We Care, le podcast des leaders qui font rimer succès avec humanité. Je m'appelle Faustine Durier et j'ai une conviction, l'entreprise de demain est celle qui valorise l'intelligence du cœur au même titre que la performance du chiffre. C'est ce qui m'a poussé à créer Humanside pour proposer des conférences et des formations qui mettent l'intelligence émotionnelle au service du management. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de dirigeants qui ont fait le pari du care. L'objectif, vous inspirer, vous donner envie de vous lancer et vous montrer par l'exemple que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Allez, c'est parti. Alors bonjour Olivier, bienvenue dans le podcast Yes We Care. Donc, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir, merci d'avoir en tout cas accepté cette invitation. Donc Yes We Care, en fait, ça met en lumière des leaders qui savent allier succès et humanité. Et c'est grâce à vos recherches, Olivier, qu'on va aujourd'hui aider des dirigeants à mieux naviguer, en tout cas entre performance et bienveillance, en leur offrant des clés pour prendre de meilleures décisions et aussi intégrer véritablement la diversité au sein de leur entreprise. Pour vous introduire rapidement, donc vous êtes professeur à HEC Paris, chercheur en stratégie et l'auteur de plusieurs ouvrages incontournables, donc j'en ai pu en mettre en lumière là. Vous allez commettre une terrible erreur que j'ai dévorée, que j'ai trouvée géniale et que j'invite tout le monde à lire. Et prochainement, et donc c'est le 5 mars il me semble, vous sortez « La diversité n'est pas ce que vous croyez ». Donc avant de plonger dans les questions que vous soulevez dans vos livres, est-ce que vous pouvez, d'ailleurs je me dis on peut se tutoyer Olivier, on peut se tutoyer avec grand plaisir. Est-ce que tu peux nous partager ton parcours et ce qui t'a conduit à t'intéresser à la prise de décision et aussi au sujet de la diversité dans le monde de l'entreprise? Alors mon parcours, ça pourrait être très long, mais on va le faire très court. J'ai passé 25 ans dans un cabinet de conseil qui s'appelle McKinsey. Et la transition que je fais, l'histoire n'est pas forcément aussi simple que la manière dont je la raconte, mais c'est que une des choses qui m'a toujours étonné quand j'étais chez McKinsey, c'était que les gens pour qui je travaillais, les gens à qui je donnais des conseils, qui étaient donc des grands dirigeants, des grandes dirigeantes qui avaient des responsabilités très importantes, faisaient de temps en temps des erreurs spectaculaires. Alors, pas tout le temps, heureusement, mais de temps en temps, il se passait un truc où on se disait, mais là, on voit le train dérailler, il va dérailler, il déraille, il a déraillé, on le voyait venir, et néanmoins, ça se produisait. Et en fait, le fait que des gens brillants, motivés, sur des questions très importantes auxquelles ils consacrent beaucoup d'énergie, fassent des erreurs prévisibles, des erreurs qu'on voyait arriver, est quand même un truc bizarre. Que les crétins fassent des erreurs, c'est normal, c'est parce que c'est des crétins. Mais c'était pas des crétins, c'était des gens exceptionnellement doués et talentueux. Et donc, c'était un truc qui m'étonnait quand même beaucoup. Et il se trouve que je suis tombé, un peu par hasard, sur le champ de recherche qu'on appelle l'étude du jugement et de la prise de décision, qui explique comment est-ce que, justement, on prend des décisions, qui est un petit peu au confluent de la psychologie, de l'économie, de quelques autres disciplines aussi. Et donc, je me suis intéressé à ça, j'ai décidé d'en faire un peu ma spécialisation quand j'étais chez McKinsey, déjà, la prise de décision. Et puis, j'ai fini par me dire, en fait, ce sujet est sérieux, allons l'étudier pour de vrai. Et donc, je suis retourné à l'université, j'ai fait un doctorat et je suis devenu prof à HEC Paris, voilà. Oui, ce qui est un grand saut quand même. Oui, c'est un grand saut, tout à fait. C'est une vraie reconversion, une vraie seconde carrière que j'ai eu la chance de pouvoir faire assez tôt pour avoir un petit peu de temps devant moi. A posteriori, on se dit toujours qu'on aurait pu le faire encore plus tôt, mais c'est... Oui, j'entendais dans le podcast dans lequel je vous ai découvert, de Pauline Legnaud, que j'invite aussi à découvrir, dans lequel vous disiez qu'effectivement, vous auriez peut-être préféré le faire un peu plus tôt, ce choix-là, mais bon, c'est toujours facile. C'est toujours facile a posteriori de se dire que ce qu'on fait, on aurait dû le faire plus tôt, mais voilà. Puis j'ai l'impression que vous n'avez pas non plus chômé entre deux. On essaye de rattraper le temps perdu. Ouais. Et justement, donc vous allez commettre une terrible erreur. Je me dis à chaque fois, j'ai tendance à vous voyez. Donc tu décris les biais cognitifs donc comme les plus grands ennemis finalement de la prise de décision et tu parles notamment du piège de l'intuition. Que je trouve intéressant parce que c'est vrai que c'est quand même l'intuition, c'est quand même une qualité qu'on met en avant généralement auprès des leaders, notamment dans le management aussi. On peut se dire qu'en fait c'est pas forcément une science, c'est quelque chose qui a un talent un peu inné. Et je sais que tu as écrit, je vais réussir, un autre livre que j'ai malheureusement pas encore eu le temps de dévorer, mais sur justement le management. Donc j'aimerais bien t'entendre en fait sur
ce biais-là, ce piège, comme tu l'appelles, et le lien avec le management? Alors, c'est très intéressant que tu poses cette question-là, parce que c'est un sujet sur lequel j'ai un peu évolué depuis ce livre. D'accord. Ce que je dis dans Vous allez commettre une terrible erreur, c'est que l'intuition est un piège quand on prend des décisions stratégiques. Et je continue à dire ça. Pourquoi ? Parce qu'une décision stratégique, par définition, c'est une décision qui n'est pas fréquente, qu'on n'a pas prise souvent, dont on n'a pas beaucoup d'expérience et qu'on prend dans l'incertitude. Or, qu'est-ce que c'est que l'intuition ? L'intuition, c'est, Napoléon le disait déjà, c'est une réminiscence. C'est une capacité à reconnaître dans la situation présente des caractéristiques de situations qu'on a déjà rencontrées et qui font que sans savoir très bien comment, sans savoir expliquer pourquoi, on a ce sentiment confus qu'on sait ce qu'il faut faire. Et l'intuition, ça existe. Il y a des tas de situations. D'abord, que ça existe, c'est évident, mais la bonne intuition, la vraie intuition, l'intuition juste, ça existe. Il y a des choses pour lesquelles nos intuitions sont bonnes conseillères. Les choses qu'on a déjà rencontrées, les choses dans lesquelles on a une expertise, on doit pouvoir les traiter en faisant confiance à notre intuition. L'exemple évident, c'est le joueur d'échecs qui regarde un échiquier et qui sait tout de suite ce qu'il faut jouer. Quand je dis le joueur d'échecs, c'est pas n'importe lequel, c'est pas moi. Le très 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 bon joueur d'échecs, il voit un échiquier, il sait tout de suite ce qu'il faut jouer. Alors bien sûr, il va réfléchir, il va vérifier, mais il a une intuition qui lui vient, qui lui dit le coup qu'il faut jouer. Pourquoi ? Parce que le jeu d'échecs est toujours le même, la règle du jeu ne change pas, et parce qu'il a joué des milliers de parties dont il a vu les résultats, et donc son intuition a pu s'affiner au contact de la réalité, avec un feedback de la réalité, il a développé une véritable expertise, son intuition est valide. Et donc c'est pour ça qu'on peut dire la même chose du recrutement alors. Si moi j'ai recruté plein de... c'est pour ça qu'on peut dire la même chose de certains types de recrutement. Si je suis, comme je l'ai été, responsable du recrutement d'un certain type de poste, c'est-à-dire que je recrute des jeunes à la sortie des écoles de commerce et un peu d'ingénieurs, mais surtout de commerce, donc ils sont quand même assez similaires dans leur parcours, et je les recrute pour un poste de consultant junior, et j'envoie des dizaines et des dizaines chaque mois, et ça fait des années que je fais ça. Je finis par avoir une certaine pattern recognition, comme on dit en anglais. D'ailleurs, les anglo-saxons disent toujours non, l'intuition, il faut pas s'y fier, mais en revanche, j'ai de la pattern recognition. Il y a une vérité là-dedans. C'est la même chose, mais c'est une manière de dire que l'intuition consiste à reconnaître des choses qu'on a vues avant, à reconnaître des patterns qu'on a vus avant. C'est une façon de mettre l'émotion de côté aussi, quoi. C'est une façon de... Alors, pas forcément de mettre l'émotion de côté, je vais y venir, mais en tout cas, de reconnaître des indices qu'on a associé avec le succès dans le passé. Pourquoi je pouvais le faire dans le cas d'espèce ? Parce que j'ai vu des dizaines et des dizaines de candidats, j'en ai choisi certains, et ensuite, c'est très important, j'ai vu parmi ceux que j'ai choisis, lesquels ont bien réussi et lesquels ont moins bien réussi. Donc je peux me dire au bout d'un moment, le modèle qui marche, l'archétype qui fonctionne, c'est quelqu'un qui ressemble à ça. Alors quand je le dis comme ça, on voit tout de suite qu'il y a un petit inconvénient dans la démarche. C'est qu'on va reproduire toujours le même modèle. On va donc faire toujours les mêmes erreurs, parce que les gens que je ne recrute pas, je ne saurais pas que j'ai eu tort de ne pas les recruter. Je me dis que dans tous les cas, il faut ce type de personne, en fait. Et c'est ça, si je me dis, j'ai appris à reconnaître un type de personne qui est toujours le même, je ne me trompe pas au sens où je vais faire des mauvais recrutements, mais il se peut que je continue à me tromper au sens où je vais continuer à ne pas en faire de bons. Il se peut que je continue à passer à côté d'excellents profils. Mais enfin, au moins, pour un certain type de recrutement, je réduis le nombre d'erreurs. Si en revanche, je recrute des gens constamment différents, pour des jobs tous différents, dans un environnement constamment mouvant. Par exemple, si je suis le créateur d'une start-up et que je recrute aujourd'hui un Chief Technical Officer, demain quelqu'un qui va développer les ventes, après-demain un Office Manager, dans 3 semaines un CFO... je recrute des profils complètement différents, qui viennent de backgrounds complètement différents. Pour chacun de ces recrutements, il n'y a aucune raison que je sois capable de reconnaître des patterns. Parce que je n'ai pas recruté des dizaines de CFO, des dizaines de CTO, des dizaines d'office managers. Je n'ai même pas interviewé des dizaines de candidats. Donc il n'y a absolument aucune raison que mon intuition soit valide. Oui, mais est-ce que... Enfin, alors, du coup, j'ai été start-upeuse, donc on va peut-être se rassurer en se disant, moi, je recrute aux soft skills. Parce qu'en fait, je pars du principe que tout le monde est capable d'apprendre. Donc, comme je comprends rien à la partie technique, moi, ce que je veux, c'est une personnalité, quelqu'un qui soit engagé et qui a envie d'apprendre et qui a envie de faire partie de l'aventure, etc. Alors, deux remarques là-dessus. D'abord, sur le principe que les soft skills soient importants, c'est sûr. Que ça soit la chose la plus importante simplement parce qu'on n'est pas capable d'évaluer les autres,
c'est plus problématique. Si je dis je suis pas capable d'évaluer si mon médecin est un bon médecin, donc ce qui compte c'est qu'il ait une bonne tête et qu'il soit blond aux yeux bleus, c'est pas un bon critère. Je caricature, mais évidemment, je suis d'accord. Le CTO, on a validé qu'il était quand même bon. Alors c'est ça la question. Mais je peux valider juste de par son CV aussi en fait. Voilà. Et en interviewant de ses anciens patrons. Enfin voilà. Donc là, on est en train de mettre en place. Tu es en train de décrire la bonne démarche, qui est de dire je vais avoir un certain nombre de critères auxquels je vais donner à chacun une importance. Le bon niveau d'importance, les soft skills c'est important, mais c'est pas la seule chose. Et donc je vais essayer d'évaluer les différentes choses qui rentrent dans cette équation. Le problème que je vais avoir, si je me fie à mon intuition pour faire cette évaluation, quand je n'ai pas de pattern recognition, quand je ne suis pas un expert du problème auquel je suis confronté, c'est la pondération de ces différents éléments. Par exemple, je rebondis sur l'exemple que tu donnes. J'ai un CTO, je vais l'évaluer sur, disons, la qualité de son CV, pour autant que j'en sois capable, des références que je vais prendre, et puis ses soft skills dans un entretien, par exemple. Je simplifie à l'extrême, il y a évidemment d'autres critères, mais on va dire qu'il y a ces 3 critères-là. Supposons que tous les critères pointent dans la même direction, il est formidable sur toutes les dimensions. C'est super, c'est facile. Malheureusement, dans la vie, c'est pas toujours comme ça. Ouais. Donc comment est-ce que je vais pondérer les différents éléments ? La réponse, si je me fie à mon intuition, c'est que ce sont les choses que j'ai évaluées intuitivement, personnellement et en direct, donc dans le cas d'espèce, les soft skills, qui vont primer tout le reste. Et je vais donc donner beaucoup plus d'importance aux soft skills qu'au reste, dans cet exemple-là. Dans d'autres exemples, conversations que j'ai eues 1000 fois avec des DRH ou des gens qui font du recrutement en général, on va dire, ce qui est très important, c'est le fit avec la culture de l'entreprise. Bien sûr que c'est très important, évidemment que c'est très important, mais est-ce que c'est la seule chose importante dans un recrutement ? Personne ne dira que oui. Et pourtant, le danger quand on recrute à l'intuition, de manière holistique, pour le dire positivement, quand on se dit je recrute une personnalité avec toute sa richesse et toute sa complexité, c'est qu'on va, par construction, donner plus de poids aux éléments qualitatifs qu'on va évaluer dans un entretien en direct qu'à tous les autres éléments qu'on va évaluer par des sources objectives et indirectes. Or, la pondération qu'on devrait avoir de ces différents éléments n'est pas forcément celle-là. A priori, n'est pas du tout celle-là. Si on se pose la question objectivement, on va dire évidemment que les soft skills c'est important, mais enfin mon CTO, il faut quand même surtout d'abord, avant tout, qu'il soit bon techniquement. Et le problème, c'est que c'est pas comme ça qu'on va pondérer les critères. Donc le problème de l'intuition, quand on l'applique à un sujet dont on n'est pas un expert, c'est qu'elle nous pousse à ne pas avoir la bonne pondération de nos critères. Maintenant, tu disais quelque chose de très important tout à l'heure, tu disais l'intuition, on va s'en servir pour se rassurer. Et c'est là-dessus que j'ai évolué depuis quelques années. Je me suis rendu compte que dire aux gens « n'utilisez pas votre intuition pour prendre une décision, par exemple, de recrutement », ça ne marche pas. Personne n'a envie d'entendre ça, personne n'écoute ça, personne ne va accepter de dire « pour faire un recrutement, j'ai une grille de critères » et mon intuition, au bout du compte, n'est qu'un des critères parmi les 5 que je prends en compte, et donc si les 4 autres vont dans la direction opposée, il faut que je me fie pas à mon intuition. Personne n'entend ça. Bah, ça voudrait dire que je ne sers à rien. Parce que je n'ai pas ma petite touche à moi aussi. Voilà, pour plein de raisons, personne n'entend ça. Donc, la recommandation qu'on fait dans Noise, le livre que j'ai écrit depuis avec Daniel Kahneman et Christian Steele, qui, par chance, a vendu quelques exemplaires, c'est de dire une chose un peu différente. C'est pas de nier l'intuition ni d'étouffer l'intuition, c'est de retarder l'intuition. C'est d'essayer de se dire, je vais utiliser mon intuition, mais je vais l'utiliser à la fin d'un processus de collecte d'informations. Mon intuition m'aidera à prendre la décision, parce que si je n'ai pas la réassurance intuitive, le gut feeling qui me dit que je suis en train de faire le bon choix, je ne vais pas arriver à le faire. Donc j'aurai besoin de mon intuition au bout du compte pour aller de l'avant. Mais je ne veux utiliser mon intuition, je vais essayer de mettre mon intuition de côté, de la garder en réserve, jusqu'à ce que j'ai fait mon travail de collecte de toutes les informations nécessaires. Et à ce moment-là, mon intuition sera informée par plus de choses. Et donc, mon intuition sera, au bout du compte, meilleure. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'en servir, je dis qu'il faut la garder pour la fin du processus. Et alors, l'autre piège, du coup, c'est l'excès de confiance. Parce que c'est toujours pareil aussi, on va vachement valoriser le fait d'avoir confiance en soi, de savoir s'affirmer. Mais ça peut être un piège gigantesque avec ce biais dont tu parles, pardon. Et en fait, ça pourrait être ça aussi. Moi, je suis un DG très expérimenté, donc je fais confiance à mon intuition. Je sais que c'est comme ça. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce biais-là aussi ? Alors, l'excès de confiance,
un grand sujet. C'est très amusant parce que tout le monde veut des leaders ou même des collaborateurs qui ont confiance en eux. Il n'y a rien de pire que les gens qui n'ont pas confiance en eux, qui manquent de confiance en eux. Donc l'alternative, enfin l'extrême inverse n'est évidemment pas souhaitable. Et l'une des caractéristiques qu'on apprécie le plus chez les gens qu'on a envie de suivre, c'est le fait qu'ils aient confiance en eux. C'est rassurant en fait. C'est évidemment rassurant d'avoir quelqu'un qui a confiance en lui. Inversement, quand quelqu'un se plante, on invoque immanquablement son arrogance, son excès de confiance en lui, etc. Et donc, la conclusion qu'on en tire généralement, c'est de dire « Ah bah oui, mais il y a un juste milieu, hein, donc il faut être confiant mais sans arrogance, sûr de soi mais sans excès de confiance, il faut essayer de trouver le juste équilibre. Ouais. » Et en fait, c'est plus compliqué et plus intéressant que ça. Je vais utiliser une représentation que j'emprunte à une autrice qui s'appelle Julia Galef, qui a écrit un excellent bouquin, pas encore traduit en français je crois, qui s'appelle The Scout Mindset, dans lequel elle dit la chose suivante. Il y a en fait deux sortes de confiance en soi qui sont complètement différentes. La première confiance en soi, c'est la vraie confiance en soi, c'est-à-dire la confiance dans ses capacités, dans son talent, la confiance contagieuse, communicative, celle qui fait que les gens ont envie de nous suivre, celle qui fait que quelqu'un rentre dans la pièce et on se dit « Waouh, c'est quelqu'un qui a de l'énergie, c'est quelqu'un qui croit en lui, c'est quelqu'un qui va soulever des montagnes, j'ai envie de le recruter, et d'ailleurs j'ai envie qu'il me recrute, j'ai envie de le suivre, il est formidable. Ouais. » Ça, cette confiance-là, cette confiance sociale, comme dit Julia Galef, c'est une confiance qui a un atout extraordinaire. On n'en a jamais trop. On ne peut pas avoir trop de charisme, si je le dis pour employer un mot. Enfin, si, on peut avoir trop de charisme, mais on ne peut pas avoir trop de cette confiance sociale dont parle Julia Galef. Il y a une autre confiance complètement différente, qu'elle appelle la confiance épistémique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi le mot savant ? Parce que est épistémique ce qui a trait à la connaissance. La confiance épistémique, c'est la certitude d'avoir raison. Le fait que je crois une chose et je suis sûr qu'elle est juste. Par exemple, je lance mon business et je suis sûr que ça va marcher. C'est deux choses très différentes d'être sûr que si ça peut marcher, je vais le faire réussir parce que je suis un leader formidable, la confiance sociale, et d'être sûr que ça va marcher parce que le marché est énorme et qu'il va se développer et qu'il va exploser, ce qui n'est pas sûr et qui ne dépend pas de moi. Oui, bien sûr. Et donc, être capable de différencier ces deux types de confiance, et dans toute la mesure du possible, d'être très élevé sur la première et très bien calibré, c'est-à-dire pas toujours très élevé ni toujours très bas, mais au bon niveau sur la seconde, c'est ça la clé. La confiance épistémique, le fait d'être sûr d'avoir raison, c'est forcément une illusion. Toutes les choses que je crois ne sont pas justes. Il y a des tas de choses que je crois sur l'avenir, qui par définition est incertain, que je crois mais qui ne vont pas se produire. Je crois que le marché sur lequel je suis va croître de 15% cette année, c'est ce que j'ai mis dans mon budget, mais c'est pas sûr. Je crois que je vais prendre des parts de marché, ça dépend en partie de moi, mais ça dépend pas que de moi. C'est pas sûr qu'il va pas y avoir des concurrents qui vont lancer des produits extraordinaires que j'ai pas vu venir. Ouais, donc il y a des tas de choses qui ne dépendent pas de moi, sur lesquelles il faut que j'ai un degré de confiance nuancé, approprié, correct, et donc que je sois prêt aussi souvent et aussi vite que possible à changer d'avis. Et en fait, le grand leader, et en particulier le grand entrepreneur, sur la dimension de la confiance en soi, c'est celui ou c'est celle qui va être capable à la fois d'avoir une immense confiance en soi du point de vue social et une très grande capacité à pivoter, à changer d'avis, à changer son fusil d'épaule, à dire « j'ai eu tort, je me suis trompé, on change », parce qu'il ou elle n'est jamais totalement sûr de ce qu'il pense et qu'il est prêt à changer à la lumière des faits nouveaux. Ça, c'est la vraie bonne confiance en soi. C'est marrant parce que ça me fait penser... C'est une déformation professionnelle. C'est mes parents qui ont été trop bons là-dessus, on va dire. Tu parles beaucoup de fonds d'investissement dans tes exemples, en fait, parce que je trouve que c'est un très bon point. Je veux dire, prendre des décisions qui coûtent très cher, voilà, ça nous parle tous. Pour autant, moi j'ai essayé j'ai levé des fonds, mais j'ai rencontré pas mal de fonds d'investissement. J'ai envie de dire qu'ils aimaient bien la confiance épistémique. Ils cherchaient
des personnes qui avaient une confiance absolue dans la suite des marchés, et en réalité, ils aimaient pas trop quand nous, on leur disait moi, je sais pas ce qui va se passer, je te propose cette vision-là, mais en fait, c'est pas certain. Et ceux qui arrivaient vraiment à lever, sincèrement, c'est ceux qui racontaient des trucs, ils en avaient aucune idée, mais avec une telle assurance que ça fonctionnait, quoi. Donc, il y a deux écoles là-dessus. Il y a deux écoles. Il y a, par exemple, les premiers fonds à investir dans Amazon racontent que Jeff Bezos était très clair sur le fait qu'il y avait, disait-il, à l'époque, 70% de chances qu'Amazon se plante. Et qu'une des raisons pour lesquelles ils ont investi sur Jeff Bezos, c'est qu'ils se sont dit, voilà quelqu'un qui est parfaitement lucide, qui en même temps a une confiance sociale et un leadership extraordinaire. Donc il va être capable de soulever des montagnes, il ne doute pas de lui. Ce qu'un investisseur ne veut pas, c'est un entrepreneur qui doute de lui. Mais si moi, qui suis un petit peu investisseur à mes moments perdus aussi, je vois un entrepreneur qui a ce mélange unique de très 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 grande confiance en soi au sens social et de lucidité sur les incertitudes du marché, ça c'est un investisseur sur lequel, c'est un entrepreneur sur lequel je veux parier. Il se trouve qu'on le voit pas souvent, parce que très souvent, les deux sont mélangés. Ouais, donc, que font les investisseurs, comme ceux dont tu parles et comme moi aussi? Ils se disent, bon, la personne que j'ai en face de moi me dit, je suis absolument certain que ça va réussir, je vais prendre ça comme un indicateur de confiance sociale, et je vais discounter, moi, dans mon calcul d'investissement, la probabilité d'échec, dont je sais bien qu'elle n'est pas de 0%, même si aux yeux de l'entrepreneur, elle est de 0%. Et tu parlais aussi de... J'ai oublié le nom du biais, mais qui fait le lien avec, je trouve, le biais de la confiance, l'excès de confiance. C'est... J'ai tellement cru en ce projet, je l'ai tellement embarqué de personnes qu'un retour en arrière est presque impossible ou serait une trop grosse perte. Oui, c'est le biais des coûts irrécupérables ou de l'escalade de l'engagement. C'est que quand on est trop sûr de soi, justement, sur la confiance épistémique, c'est-à-dire on est trop sûr d'avoir raison, qu'est-ce qu'on va faire? On va se dire, par exemple, je lance un nouveau produit, ça marche pas. Ah ben, je suis sûr que ce produit va marcher. Je suis sûr qu'il va marcher. Donc, si ça marche pas, c'est que j'ai pas investi assez, c'est que j'ai pas assez persévéré. On va doubler le budget marketing. Et si ça marche toujours pas, c'est que les vendeurs sont pas bons. On va les remplacer. Et si ça marche toujours pas, c'est qu'il faut changer la campagne de pub. On va en faire une nouvelle. Et on va persévérer dans une voie sans issue en y investissant toujours plus. C'est les projets de transfo aussi, je trouve. C'est comme tous les projets qui sont mal emmanchés. Quelquefois, c'est parce qu'ils sont effectivement mal emmanchés et il faut persévérer en changeant des choses. Quelquefois, c'est aussi parce qu'il faut dire, c'était une erreur, on essaye autre chose. Et plus on est sur des choses risquées, c'est-à-dire sur des choses sur lesquelles on devrait avoir a priori un degré de confiance épistémique faible, plus il faut être capable de pivoter rapidement. C'est pour ça qu'un des grands talents qu'on admire chez les entrepreneurs, c'est justement cette capacité à pivoter. Oui, mais dans les entreprises, pourquoi je vais rester sur mon excès de confiance, c'est que si je déclare qu'il y a eu un problème, on me coupe la tête aussi, en fait. Parce qu'on a le tendance à se dire, c'est de sa faute, c'est facile aussi de trouver le bouc émissaire, alors qu'en fait, tout le monde est responsable, mais... Donc je trouve qu'il y a un jeu compliqué, quand même. Alors, dans une entreprise où on prend des risques, on prend en fait deux risques. On prend le risque du projet et on prend le risque que porter un projet risqué est un risque personnel. Et la raison pour laquelle les entreprises finissent toutes par devenir trop conservatrices, trop averses au risque, c'est que les gens font le calcul que tu viens de décrire. Ils se disent, oui, bien sûr qu'il faudrait que ma boîte prenne des risques, bien sûr que je trouve qu'elle en prend pas assez, bien sûr que je trouve qu'on est trop bureaucratique, pas assez entrepreneurial dans cette société. La grande majorité des gens disent ça de leur entreprise, dans les grandes entreprises en particulier. Mais quand on leur demande à eux d'être la porteuse ou le porteur d'un projet risqué, ils disent « Oula, attention, parce que je sais bien que si ce projet, dont tout le monde va me dire « Oui, on est d'accord, il est risqué, il faut prendre le risque », si ce projet, dans un mois ou dans un an, s'est planté, on va venir me voir en me disant « Mais pourquoi tu l'as pas prévu, ce risque ? C'était ton job quand même d'éviter les risques. » Et donc, parce qu'on anticipe ce fonctionnement qui est un autre biais, qui est le biais du rétroviseur, le hindsight bias, ou le biais rétrospectif, on l'appelle. On anticipe qu'on sera évalué a posteriori en fonction de résultats qui en réalité n'étaient pas prévisibles au moment où on prend la décision, mais ça tout le monde l'aura oublié. On se dit, il vaut mieux ne pas être celui qui prend les risques.
Donc voilà comment est-ce qu'on devient très averse au risque, et voilà pourquoi il n'y a plus que les entrepreneurs qui montent des startups pour faire des choses vraiment risquées. Des intrapreneurs. Moi, j'étais intrapreneur. Et justement, tu mentionnes aussi un piège qui peut démotiver les plus enthousiastes et entrepreneurs comme moi, qui est le biais de l'inertie dans les entreprises, et je pense surtout peut-être dans les grandes. Et tu mentionnes, alors moi j'adore le marathon budgétaire qui a lieu chaque année. Mais tous les ans, c'est la même chose. Moi, j'ai des copines qui sont DAF, ça me fait trop rire, quoi. Enfin, même avec mes clients, on ne peut plus leur parler à partir du mois de novembre parce que là, c'est compliqué, c'est la fin, c'est le marathon budgétaire. Et en réalité, il se passe rien, quoi. Enfin, en termes de changements concrets sur les lignes budgétaires, c'est pas, comme tu dis, c'est pas des changements notoires. Enfin, on n'était pas à 100% d'allocation du budget sur R&D, mais on passe ensuite à 30, quoi. C'est à chaque fois des petits ajustements. Oui, c'est très frappant d'ailleurs quand on partage ces résultats-là avec des dirigeants. Invariablement, ils disent « Ah oui, non, mais attends, je vois bien que tu as fait ton étude sur des sociétés qui n'ont pas vraiment changé leur budget d'une année à l'autre, mais je t'assure, chez nous, c'est très différent. Regarde le temps qu'on a passé tous les soirs jusqu'à minuit dans ces réunions budgétaires. On a pris des décisions dures, lourdes, on a fait des vrais changements. Et en fait, quand on regarde, invariablement, on s'aperçoit que non, on n'a pas réellement bougé l'aiguille. Pourquoi ? Là, tu leur dis quoi par rapport à ce biais-là ? En fait, il faut faire l'exercice pour s'en rendre compte. Comment ça se passe ? Pourquoi ça se passe comme ça ? Parce qu'en fait, dans une négociation budgétaire, comme dans n'importe quelle négociation, on est ancré sur les chiffres de départ. Les chiffres de départ dans la négociation budgétaire, c'est les chiffres de l'année N-1. Donc si je suis en train de faire mon budget 2025 et que j'ai devant moi les chiffres 2024, tu es ma patronne, je veux plus de budget pour mon budget marketing, je suis ton responsable d'un de tes 25 business, tu penses que je ne suis pas prioritaire, tu veux m'en donner un peu moins. L'année dernière, c'était 100, j'arrive, je réclame 120. Toi, tu te dis, il faudrait que je lui donne que 80. On va négocier pied à pied, on va finir si tu as gagné à 98, si j'ai gagné à 102, grande victoire, mais en fait, on n'a pas bougé l'aiguille beaucoup. Tu multiplies ça par 50 négociations, alors c'est évidemment pas toujours comme ça, il y en a de temps en temps une où on va passer de 100 à 150, mais pendant qu'on passe même de 100 à 150, il y a des gens ailleurs qui ne font qu'une chose, qui ne sont pas dans une négociation où ils doivent allouer des budgets entre différentes priorités, qui ne font qu'une chose, qui est en concurrence avec celle que moi je considère comme prioritaire, où j'ai mis 120, allez, énorme effort au lieu de 100, et eux ils vont mettre 1000, ils vont mettre tout ce qu'ils ont, ils vont faire tapis sur cette priorité. Et voilà comment, quand on est, par exemple, une entreprise qui fait face à un challenger disruptif, on va toujours sous-estimer la vitesse à laquelle il faut réallouer des ressources pour faire concurrence à ce challenger disruptif, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Oui, et tout en restant... Enfin, je trouve qu'on a tendance aussi à valoriser la constance, parce que la prise de risque, elle est toujours positive quand elle est payante. Donc, un dirigeant qui choisit de faire un all-in sur un sujet en particulier, et ça ne fonctionne pas à court terme, parce qu'il y a un sujet de timing, tu le mentionnes bien, il doit partir, et il est invité à partir. Donc... Ou pas, ça dépend des... Heureusement, pas toujours. Pas toujours, évidemment. Mais oui, effectivement, c'est le risque. Mais c'est ça qui est, je trouve, un peu, un peu triste. Et justement, pour revenir sur le piège des horizons de temps, tu mentionnes la myopie managériale. Donc, sur cette préférence un peu de profit immédiat versus au détriment du profit futur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus aussi Oui, alors on parle toujours du court-termisme des entreprises. Et en particulier, on dit... c'est la faute au méchant marché financier qui oblige à produire des résultats trimestriels et qui nous oblige à sacrifier les investissements de long terme dans la R&D, dans la formation, dans des tas de choses pour pouvoir livrer au Moloch des marchés son tribut de profit chaque trimestre. C'est évidemment tout à fait vrai. Mais si ça n'était que ça, ça serait simple d'une certaine façon. Le problème, c'est que le court-termisme... il est câblé en dur chez nous. On a, depuis qu'on est tout petit, et depuis des milliers d'années, même si on réfléchit en termes d'évolution, une préférence tout à fait compréhensible pour le profit immédiat, enfin pour ce qui va nous rapporter des choses tout de suite, plutôt qu'après-demain. On est câblé pour trouver qu'un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Et ça, cette préférence pour le présent, comme on dit en
en économie, ça va peser très très lourd dans nos décisions. Donc quand on dit les dirigeants sacrifient le court terme, sacrifient le long terme pour avoir des résultats à court terme, c'est vrai, c'est en partie à cause des marchés financiers, c'est pas seulement à cause de ça, et c'est pas seulement les dirigeants, c'est un biais dans lequel on tombe tous. On en voit des tas d'exemples d'ailleurs, même dans notre gestion personnelle. Pourquoi est-ce que dans les pays où on doit épargner pour sa retraite, en France on est taxé pour ça, donc le problème se pose différemment, mais dans les pays où on doit épargner pour sa retraite, on constate invariablement que les gens n'épargnent pas assez. Pourquoi ? Parce que la préférence pour dépenser de l'argent aujourd'hui pèse beaucoup plus lourd que la préoccupation qu'on a quelque part dans le coin de sa tête que dans très longtemps en ce qui te concerne, on n'aura pas assez d'argent pour prendre sa retraite. Malheureusement. Non, c'est un vrai point. Je me posais la question, parce qu'en fait, je trouve que tu donnes les clés sur tous les problèmes qu'il y a. Non, je donne pas les clés à tous les problèmes. Je veux dire, dans vous allez commettre une terrible erreur. Je propose une grille d'analyse d'un certain nombre de problèmes, mais pas tous. C'est très important de le dire. Ouais. Et j'insiste là-dessus parce que il y a une tendance quand on parle de biais cognitifs à finir par voir le biais partout. Oui, c'est ça. Ouais. Et c'est très séduisant et je comprends tout à fait pourquoi. Mais toutes les erreurs ne sont pas des biais. Il y a 1000 manières de se tromper qui ne sont pas toutes liées à des biais cognitifs. Donc, a posteriori, quand on voit quelqu'un faire une erreur, on va toujours dire « Ah bah oui, je peux trouver le biais cognitif qui explique l'erreur ». Mais c'est pas ça le test. Le test, c'est est-ce que, au moment où quelqu'un prend une décision, avant qu'il la prenne, je peux dire statistiquement, il y a de fortes chances qu'il soit en train de commettre une erreur dans une direction prévisible. Et ça, c'est un biais. C'est une erreur prévisible. Quand quelqu'un fait un grand projet et qui dit ça va coûter tant et ça va être conclu en moins de X semaines ou X années, on va dire. Allez, je construis un tunnel sous la Manche, ça va coûter tant de milliards et ça va prendre tant d'années. Je construis un nouveau modèle de centrale nucléaire, ça va coûter tant de milliards et prendre tant d'années. Là, je peux prédire avec un bon niveau de certitude, pas 100%, mais avec un bon niveau de certitude, qu'on est en train de sous-estimer le budget et qu'on est en train de sous-estimer le temps nécessaire. Ça, c'est un biais, c'est une erreur prévisible. Mais quand quelqu'un se trompe de manière générale, a posteriori, dire c'était forcément à cause d'un biais d'excès de confiance, dans le cas d'espèce, c'est une erreur. Non, c'est clair. L'idée, c'est pas de s'auto-flageller sur les décisions d'avant, mais c'est plus que je trouve que tu donnes aussi des bonnes pratiques, alors je sais que t'aimes pas trop ce mot-là, mais des bonnes idées, en tout cas, pour éviter ces genres d'erreurs. Et je me posais juste la question, donc il doit y avoir pas mal de dirigeants qui te lisent ou qui te consultent. Tu sens qu'il y a un avant-après ou pas ? Parce que je trouve qu'en France, on est très bon pour être fasciné, écouter, etc. Et pas spécialement après changer, quoi. Alors, il y a le verre à moitié vide et le verre à moitié plein, comme toujours. Dis-moi oui. Est-ce que tous les lecteurs de n'importe lequel de mes livres deviennent immédiatement de meilleurs managers qui ne commettent plus jamais la moindre erreur? C'est comme les régimes, en fait. Si je disais oui, ce serait probablement manquer de lucidité. Est-ce qu'il y a des gens qui essayent de tirer les leçons de ce que je raconte, et en particulier, non pas de vaincre leur propre biais cognitif, parce que je crois que ça n'est pas possible, mais de mettre en place des méthodes qui permettent de prendre de meilleures décisions de manière plus structurée et plus collégiale? Oui, il y en a, et ils voient les résultats. Il y en a dans différents domaines. Tu disais tout à l'heure, dans le domaine de l'investissement, c'est effectivement un des domaines dans lesquels j'ai pas mal de gens qui m'appellent et qui me disent on a essayé de faire ce que vous proposez, et il y a des choses qui marchent, il y a aussi des choses qui marchent pas, tant mieux, j'apprends. Mais ils essayent parce que pour eux, c'est très important. C'est ça, la qualité des décisions, ça compte, et ça se mesure, et on en voit les résultats, et ils sont évalués dessus. Et c'est récurrent. Donc et c'est récurrent, absolument, c'est ça qui est très important. Donc c'est pas optionnel. Une autre catégorie de gens, de manière très étonnante, que j'avais pas du tout anticipé, avec laquelle je suis très souvent en contact, c'est les médecins. Les médecins ont très envie, et c'est plutôt rassurant, d'améliorer la qualité de leurs décisions. Ils prennent aussi des décisions récurrentes, ils en prennent des dizaines par jour, et ils sont très conscients que c'est très difficile. Et ils ont très envie, parce qu'ils croient beaucoup à ce qu'ils font, et qu'ils veulent tous que leurs patients se portent bien, de prendre des bonnes décisions. Et donc, ils sont très à l'écoute de ce que je raconte. Dans beaucoup d'autres secteurs, j'entends beaucoup de gens qui me disent « Ah,
Les gens ont, comme tu le décris, une espèce d'intérêt intellectuel qui se traduit pas forcément en actes. Et j'en conclus que ils attachent peut-être moins d'importance à la qualité de leurs décisions en réalité que dans d'autres métiers. On va remédier à ça. Je me posais aussi la question de l'intelligence artificielle, parce que la prise de décision, rien que pour revenir à l'intuition, tu vois, quand tu disais il y a besoin d'avoir une grande expérience, là on a un sacré tas d'expérience, puisque c'est une intelligence artificielle, elle va traiter énormément de données. Donc en soi, elle pourrait nous aider à avoir une meilleure intuition même, en fait. Alors, l'intelligence artificielle sur la prise de décision, et j'insiste parce que sur les critères, tu vois, tu disais... Voilà. Ouais. Alors, quand on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, on pense énormément à l'intelligence artificielle générative, donc à ChatGPT et concurrents, à qui on pose une question et qui nous génère une réponse. Quand on parle d'intelligence artificielle pour prendre des décisions, c'est pas ça. Le type, ça peut être ça, mais l'archétype de l'intelligence artificielle pour prendre une décision, c'est le modèle d'aide à la décision qu'on a en fait depuis longtemps dans des tas de domaines. La formule, l'algorithme, la grille de décision structurée, enfin un modèle de décision qui nous dit sur ces différents cas, voilà ce qu'il faut faire. Exemple tout à fait bien connu, une aide à la décision en médecine, par exemple, c'est le score d'Apgar qui évalue la santé d'un nouveau-né. Un nouveau-né vient au monde, est-ce qu'il est en bonne santé ou est-ce qu'il a besoin d'aide ? Il y a un score avec 5 critères, A, P, G, A, R, on va lui donner entre 0 et 2 points. S'il a plus de 7 points, tout va bien. S'il en a moins de 7, il y a un sujet, on va essayer de le mettre dans une couveuse ou de l'envoyer en soins intensifs et on va s'occuper de lui. Pourquoi est-ce que ça fonctionne, cette grille de décision, cette aide à la décision ? Parce que ça réduit la variabilité de la décision, ça réduit ce qu'on appelle le bruit dans la décision, et donc ça va permettre de prendre des meilleures décisions. Partout où on peut avoir une aide à la décision de ce type-là, on a intérêt à la suivre. Et l'intelligence artificielle moderne est effectivement beaucoup plus puissante que des scores avec 0, 1, 2 multiplié par 5 pour faire ça. Donc il n'y a pas de raison que l'intelligence artificielle ne nous aide pas à prendre beaucoup de décisions, elle peut nous y aider. La difficulté qu'on sous-estime énormément quand on parle d'aide à la décision par l'intelligence artificielle est la difficulté suivante. Quand je demande aux gens, alors, comment est-ce que vous allez utiliser l'intelligence artificielle, par exemple, pour des décisions de recrutement, ou pour des décisions stratégiques, ou pour des décisions marketing, ou pour n'importe quelle décision importante, mais relativement systématique, pour lesquelles vous pouvez avoir une IA. Et je leur donne 3 choix. Je leur dis, est-ce qu'elle est complètement sans importance et vous n'allez pas vous en servir ? Ils disent, non, ça, non, je suis quand même quelqu'un de moderne. Et je leur dis, bon, à ce moment-là, est-ce que vous allez vous en remettre complètement à l'intelligence artificielle ? Ils disent, non, je suis quand même un manager qui prend ses responsabilités. Et donc, ils disent, à une majorité écrasante, mais 95%, je vais demander à l'intelligence artificielle ce qu'elle pense, et au cas par cas, je jugerai s'il faut lui faire confiance ou pas, si je vais override la décision ou si je vais la suivre. Ça paraît être frappé au coin du bon sens. On reste en contrôle de la décision tout en étant informé, éclairé par l'intelligence artificielle. Et c'est d'ailleurs cette théorie du contrôle humain sur la machine qui informe la grande majorité des régulateurs, qui disent il faut que l'humain garde la main, il faut qu'on reste toujours en contrôle, etc. Le problème de ce raisonnement qui paraît, encore une fois, frappé au coin du bon sens, 95% des gens me disent qu'ils sont d'accord avec ça. Le problème de ce raisonnement, c'est que si une intelligence artificielle n'est pas meilleure que nous, il n'y a pas de raison de s'en servir. Et si elle est meilleure que nous, alors c'est forcément parce que sur les cas où elle n'est pas d'accord avec nous, c'est plus souvent elle qui a raison. Donc c'est précisément quand une IA me dit quelque chose qui me surprend, avec lequel je ne suis pas d'accord, que j'ai envie de rayer et de remplacer par mon jugement. C'est précisément dans ces cas-là qu'elle sert à quelque chose et qu'il faudrait que je lui fasse confiance. Donc le paradoxe, c'est que si on dit « je vais utiliser l'IA, mais seulement quand elle est d'accord avec moi, ou seulement quand je le sens bien, seulement quand elle confirme mon intuition, en fait. » Oui, c'est ça, ouais, d'accord. En fait, on est en train de ne pas s'en servir. Pire, on est en train de ne s'en servir que pour renforcer, par une sorte de biais de confirmation, l'idée qu'on avait déjà.
Donc on va être de plus en plus confiant, parce que regardez, l'IA est d'accord avec moi, dans les décisions qu'on prend, même quand elles sont fausses, et on va passer à côté de l'opportunité de corriger des erreurs que l'IA pourrait corriger. Il y a un exemple tout à fait frappant de ça dans une étude, enfin il y a des exemples de ça dans des centaines d'études, il y a une méta-analyse là-dessus, hein, mais un exemple frappant dans une étude récente parue en, je crois, octobre 2024 sur le diagnostic médical, où on a comparé l'exactitude du diagnostic entre 3 groupes de décisions, enfin 3 mises en situation, on va dire, des médecins qui décident tout seuls, une IA qui décide toute seule, et des médecins qui décident avec l'aide de l'IA. On se dit, le médecin avec l'aide de l'IA, ça va être mieux. C'est augmenté. En fait, quel est le score? Médecin tout seul, 74% de diagnostic correct. IA toute seule, 90%, donc bien meilleur. Médecin plus IA, 76%, donc à peine meilleur que les 74% du médecin tout seul. Pourquoi? Parce que quand le médecin voit le diagnostic de l'IA, il dit « elle se trompe, je sais mieux ». Et donc, il ne s'améliore pas, ou très peu, au contact de l'IA. Si on n'apprend pas à faire confiance à une IA quand elle n'est pas d'accord avec nous, elle ne nous sert à rien. Et ça, c'est très très dur. Pourquoi c'est très dur? Parce que d'abord, ça me remet en question, ça me rend inutile, ça fait de moi un presse-bouton qui ne fait que dire ce que la machine lui dit de dire, ce qui n'est pas très valorisant. Mais aussi parce que pour avoir suffisamment confiance dans la machine, pour se dire qu'elle est meilleure que moi, il faut que je l'ai validée, il faut que je l'ai testée, il faut que j'ai acquis une grande confiance dans le fait que son jugement est meilleur que moi. Et ça prend du temps et ça demande d'être capable de l'évaluer sur beaucoup d'exemples. On est tous capables de faire ça. Moi, quand je suis dans une voiture avec ma femme et qu'elle me dit c'est à droite, si je pense très fort que c'est à gauche, je sais qu'elle a raison. Je sais qu'il ne faut pas que je fasse confiance à mon intuition parce que je sais d'expérience que son sens de l'orientation est infiniment supérieur au mien. Son intelligence, qui en l'occurrence n'est pas artificielle, mais elle pourrait l'être, est bien meilleure que la mienne. J'ai appris à lui faire confiance. Mais ça, c'est pas fait tout de suite. Mais ça prend du temps. Et faire ça avec une IA, c'est difficile et ça nous demande un vrai travail pour apprivoiser la machine ou pour s'apprivoiser soi-même au contact de la machine. Oui, après c'est aussi pas une démission, mais c'est dur en fait de se dire qu'une machine est supérieure à nous. C'est dur, mais on le fait des dizaines de fois par jour. Quand on suit le conseil de Waze pour aller d'un point à l'autre, c'est parce qu'on a, avec l'expérience, pris conscience du fait que Waze prend des meilleures décisions, ou en tout cas fait des meilleures suggestions que nous. Occasionnellement, on va se dire, non, là, il se trompe, il y a une bonne raison. Il y a occasionnellement des bonnes raisons de ne pas faire confiance à une machine. Mais en règle générale, c'est précisément quand elle n'est pas d'accord avec nous qu'il faut apprendre à lui faire confiance. C'est hyper intéressant. Mais il faut toujours savoir s'orienter par soi-même quand même. En gros, c'est ça, de ne pas perdre la main, quoi. Alors ça, c'est un autre sujet qui est que quand on utilise une technologie de manière générale, les savoir-faire correspondants s'atrophient. C'est-à-dire que le peu de sens de l'orientation que j'avais, et était franchement pas très bon, a totalement disparu depuis que je peux me repérer en utilisant Google Maps. Et de la même manière, il y a des études récentes faites par Microsoft, qui n'est pas suspect de vouloir torpiller le développement de l'intelligence artificielle, qui montrent que le jugement critique s'atrophie quand on utilise l'IA. Ça, c'est quand même un vrai sujet. Oui, mais en même temps, tu viens de dire avant, il faut pas trop en avoir, il faut faire confiance, quoi. Donc, oui, donc c'est ça qui est difficile. Je suis conscient de la contradiction et il faut trouver un moyen de la résoudre. Mais c'est fascinant, à mon avis, il y aura plein d'autres cas, j'imagine que ça donnera peut-être naissance à un autre livre. On n'est qu'au début du sujet, et on aura l'occasion d'en reparler, j'espère. Oui. J'espère aussi. Et alors justement, on va venir sur le piège du groupe que tu mentionnes. Donc justement, c'est un peu qu'on voit partout dans les comités de direction, les comités de pilotage. Enfin, dès qu'on est dans un groupe finalement, où chacun va un peu ajuster son jugement pour tenir compte de ceux qui l'ont précédé. Et en fait, ce que toi d'ailleurs, c'est peut-être ce qui a causé le problème sur le 3e groupe. Hein. Mais toi, ce qui est intéressant, c'est que tu proposes une architecture de la décision. Donc c'est pour ça quand on parlait de
qu'est-ce qu'on devrait mettre en place dans les entreprises, je pense, pour mieux décider. C'est vraiment hyper sain, en fait. C'est un process qu'on devrait intégrer ASAP, comme on dit. Et pour ça, donc, pour créer cette architecture de la décision, tu mentionnes donc 3 grands points, notamment donc, le décentrage, la dynamique et le dialogue authentique. Et j'aimerais qu'on fasse un petit focus là-dessus. Moi, j'ai adoré aussi ce que tu mentionnes avec l'ex-PDG de Google qui parlait pour un dialogue authentique aussi, il faut de la Discord plus deadline. Et est-ce que tu peux nous parler justement de ça, de cette fameuse Discord? Alors parlons de la Discord, et pour parler de la Discord, parlons de diversité. Voilà. Parce que c'est ce sujet du groupe et de la diversité cognitive dans les groupes qui m'a amené à parler avec pas mal de dirigeants du sujet de la diversité. Le point de départ étant toujours de dire « Ah oui, bien sûr, c'est très intéressant ce que vous dites sur le groupthink, la pensée de groupe, mais le remède à ça, c'est qu'il faut qu'on ait plus de diversité dans nos équipes, et donc on va recruter des gens d'horizons différents qui vont nous apporter des points de vue différents. » Et en fait, c'est évidemment un bon réflexe pour des tas de raisons, mais c'est pas si simple que ça. Il ne suffit pas d'avoir des gens qui sont démographiquement différents, d'avoir des femmes et des hommes, des jeunes et des vieux, des noirs et des blancs, des étrangers et des français. Il ne suffit pas de ça pour avoir de la diversité cognitive, ni pour que cette diversité cognitive conduise à de bonnes décisions. Ça surprend beaucoup, parce qu'on a fait de la diversité une valeur en soi, et c'est une valeur en soi, et on lui prête toutes sortes de vertus. Et c'est vrai que justement, c'est l'existence. Pourquoi on fait du D&I? C'est parce qu'on veut être meilleur, plus performant, prendre de meilleures décisions, parce qu'on a de la diversité. Et parce qu'on a lu partout que avoir plus de diversité démographique, avoir des gens divers dans nos équipes, va amener une meilleure performance, notamment parce que ça permet de prendre de meilleures décisions. Alors, prenons les choses une par une. D'abord, est-ce que ça amène une meilleure performance des entreprises? La réponse est non. Malheureusement, la réponse est non. Et il y a des centaines d'études qui toutes commencent par un avant-propos un peu embarrassé qui dit on a vraiment cherché à démontrer que la diversité était bonne pour le business, comme on le pense tous pour des raisons éthiques. Malheureusement, on n'en a pas encore trouvé la preuve. Voilà. Donc ça n'a pas non plus d'effet négatif, mais si on a, par exemple, plus de femmes dans un comité de direction, non, ça ne va pas mécaniquement améliorer la performance de l'entreprise. Mais tu vois, j'ai reçu Muriel Pénicaud qui, elle, va te dire l'inverse avec les boards administratifs, là, où en fait le fait d'avoir demandé par discrimination positive d'intégrer plus de femmes, ça a augmenté le niveau parce qu'en fait, contrairement aux homologues hommes, elles ont souhaité se former avant, et donc c'est apparemment ce qui a fait que le niveau s'est amélioré. Donc, Alors que le niveau s'améliore, c'est une perception subjective qu'on peut tout à fait avoir et que je partage. J'ai rencontré des tas d'administratrices et j'ai été tout à fait impressionné par la qualité de leur travail. Est-ce que ça améliore la performance des entreprises quand on rend les boards plus divers? La réponse est non. Ça ne la détériore pas non plus, mais ça ne l'améliore pas. Comment on le sait? Pas parce que moi ou Muriel Pénicaud on a cette impression qu'on partage, mais parce qu'il y a des chercheurs qui font des études quantitatives où ils vont mesurer des choses comme combien il y a de femmes dans un conseil d'administration, quelle est la performance des entreprises, ils vont voir s'il y a une corrélation entre ces deux choses-là, et il n'y en a pas. Alors, qu'il n'y en ait pas, ça peut être pour plein de raisons. Ça peut être notamment parce que, précisément, si on a rendu obligatoire le fait d'avoir 40% de femmes dans tous les boards, ça va se produire partout au même moment. Donc la performance relative de tout le monde ne peut pas s'améliorer au même moment. Par définition, on peut pas devenir, tout le monde ne peut pas devenir meilleur que les autres au même moment. Donc, ça, en l'occurrence en France, ça ne prouve rien. Mais de manière générale... La diversité, alors mais ça ne sert à rien. Pourquoi faudrait-il que ça serve à quelque chose? Parce qu'on se dit que c'est plus enrichissant, parce qu'il y a plusieurs points de vue, parce qu'il y a plusieurs expériences... Ça, c'est la deuxième question. La diversité cognitive dans une équipe, là, on n'est plus au niveau macro de la performance de l'entreprise, on est au niveau micro. Est-ce que ça améliore la performance d'une équipe, par exemple la créativité et la prise de décision? Donc, question complètement différente. Pourquoi, je reviens 2 secondes au niveau macro, plus de femmes dans les boards, plus de femmes dans les comités de direction, est-ce que ça va améliorer la performance? Non. Pourquoi? Parce qu'il est complètement illusoire de penser qu'une seule chose, une chose aussi simple et directement mesurable, peut améliorer la performance globale d'une entreprise. C'est aussi simple que ça. C'est
pas possible qu'une chose aussi simple améliore mécaniquement la performance des entreprises. Non, mais ça, parce que tu veux dire que c'est un petit bout par rapport au paquebot, c'est ça? Exactement. C'est un petit bout par rapport au paquebot, c'est un seul facteur. La performance globale d'une entreprise dépend d'une multitude de choses. Si c'était si simple que de dire je vais rajouter 2 femmes dans un comité de direction de 10 personnes et ça va mécaniquement améliorer ma performance, mais évidemment tout le monde l'aurait fait depuis très longtemps. Oui, mais il y a des directions de diversité et inclusion. Ouais. Parlons-en. Qui sont... Alors justement, en fait, j'allais dire qui sont même pas au recrutement, en fait. Donc, absolument. Donc alors je sais pas trop. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que je te posais la question, pourquoi est-ce qu'il faudrait que la diversité améliore la performance? La diversité, c'est d'abord un problème, une opportunité éthique. Offrir les mêmes opportunités à tout le monde, indépendamment de leur genre, de leur origine, etc., c'est une obligation morale, et c'est aussi une obligation légale, accessoirement. Donc on ne devrait pas avoir besoin de justification économique pour ça. Si je te disais, dites donc, vous devriez faire produire vos produits par des esclaves, parce que c'est moins cher que des salariés, ça serait économiquement juste, le business case, c'est imparable. Mais tu serais horrifié, tu me dis, mais enfin ça va pas. Pourquoi? Parce que la morale prend le pas sur l'objectif économique. Donc, à partir du moment où il y a un impératif éthique, il n'a pas besoin de justification économique. Donc, laissons de côté cet argument de la performance globale qui n'est ni juste ni nécessaire. Maintenant, au niveau micro, celui de la performance d'une équipe dont tu parlais. Je suis dans une équipe et je vois bien qu'avoir de la diversité de points de vue, de la diversité d'idées, de la créativité différente, ça va améliorer la qualité des idées. Oui, oui et oui. Bien sûr, la diversité cognitive, c'est très utile. 2 nuances néanmoins. Première nuance, c'est très utile pour beaucoup de choses, mais pas toutes. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles, si on a des points de vue différents, ça veut dire qu'il y en a certains parmi nous qui ont raison et d'autres qui se trompent. Quand tu vas voir 2 médecins pour la même maladie et qu'il y en a un qui te dit « non, ça c'est rien du tout » et l'autre qui te dit « mais madame, vous avez un cancer », tu dis pas « c'est merveilleux la diversité ». Tu dis « il y en a au moins un des deux qui se trompe ». Donc, mettons de côté les sujets sur lesquels il y a une réponse exacte, et il y en a quand même beaucoup, sur lesquels l'enjeu n'est pas d'avoir de la diversité, c'est de prendre la bonne décision. Deuxième nuance, c'est pas parce qu'on a de la diversité démographique qu'on va nécessairement avoir de la diversité cognitive. Et ça, c'est très, très, très important. On peut recruter des gens très différents, très, très différents, et les formater pour qu'ils pensent exactement pareil. J'ai envie de dire, je le sais, je l'ai fait pendant 25 ans. Et je parlais il n'y a pas longtemps avec un dirigeant américain qui me disait c'est super dans notre board, regardez la diversité. On a cette femme qui a fait formidable, elle a fait Stanford, spécialiste de la technologie, et puis on a monsieur machin qui est noir, qui a fait Stanford aussi, tiens. Et puis moi-même j'ai fait Stanford, et on est tous diplômés de Stanford en technologie, mais on a une diversité formidable. Est-ce qu'on est sûr d'avoir autant de diversité cognitive dans cette équipe-là, juste parce qu'il y en a un qui est un homme blanc, un qui est un homme noir et une qui est une femme, que si on avait des expériences différentes? Donc, je pose la question. Oui, il y a des sujets sur lesquels la diversité des parcours de vie est gage de diversité cognitive, en particulier sur les sujets politiques, sociétaux, etc. Mais sur les sujets techniques auxquels on est confronté dans les entreprises, pourquoi diable faudrait-il que le fait qu'on soit une femme plutôt qu'un homme, un noir plutôt qu'un blanc, apporte des réponses différentes? Il n'y a pas de raison particulière de penser ça sur la plupart des sujets, à part l'essentialisme le plus crasse, si je peux me permettre. Donc, au fond, ayons de la diversité démographique pour les bonnes raisons de principe, ayons de la diversité cognitive pour les bonnes raisons qui sont de prendre les meilleures décisions, mais ne nous imaginons pas que ces deux choses sont la même chose. Parce que c'est pas le cas. Oui, non, mais tu as un bon point aussi sur le côté, même si on prend des personnes d'écoles différentes ou de parcours différents, en fait, on a tous envie de s'intégrer. Donc, en fait, moi, par exemple, je n'étais pas du tout un pur produit AXA, c'est très polytechnique là-bas, etc. Enfin, mais évidemment qu'à un moment donné, moi, ça n'a pas duré longtemps, hein, parce qu'à la fin, je n'ai pas pu faire semblant, mais j'ai envie de m'intégrer. Donc, alors, on a envie de s'intégrer, d'autant plus qu'on est dans une culture, je ne parle pas d'AXA que je ne connais pas, hein, mais d'autant plus qu'on est dans une culture qui favorise l'homogénéité
et qui n'encourage pas le dissensus et la divergence. Tu disais tout à l'heure, je parlais de dialogue et de décentrage. Une culture qui va utiliser intelligemment la diversité cognitive, qui va utiliser efficacement cette diversité pour aboutir au meilleur choix possible, c'est une culture qui va favoriser l'expression de ces vues diverses. Ça sert à rien d'avoir des gens qui viennent d'horizons différents si la première chose qu'on fait, c'est leur faire sentir de 1000 manières différentes qu'il faut qu'ils se coulent dans le moule et qu'ils se conforment à la pensée dominante de l'organisation dans laquelle ils sont. Si c'est pour étouffer la diversité, si c'est pour faire rentrer des gens différents dans les mêmes cases, ça sert à rien d'aller chercher des gens différents. Inversement d'ailleurs, quand on a des gens qui sont assez semblables par leur profil, il est tout à fait possible qu'ils aient sur un sujet donné des idées différentes, si on les encourage à les exprimer. Donc en fait, au niveau micro de la prise de décision sur un sujet précis, ce qui va compter au moins autant que la diversité cognitive, que les styles, que les expériences, que les personnalités diverses, c'est le fait qu'on crée les conditions de sécurité psychologique et d'ouverture des débats pour que cette diversité puisse s'exprimer. Et ça va passer par des tas de petites choses apparemment insignifiantes, mais qui font une énorme différence. Je prends un exemple tout bête qu'on peut appliquer dans toutes les réunions de décision au monde. On est dans une réunion de décision, tu es la patronne, tu as ton équipe autour de toi, et tu dis, bon, on a entendu la proposition, je voudrais savoir ce que vous en pensez, donc on va faire un tour de table. Méthode que tout le monde a pratiquée ou vu pratiquer des dizaines de fois. Et là, tu vas dire, mais avant de faire ce tour de table, on va prendre 30 secondes en silence, et chacun d'entre nous va écrire sur le bloc-notes qu'il a devant lui les 2 ou 3 choses qu'il a envie de dire sur ce sujet, les pour et les contre de la décision, par exemple, pour que chacun ait un petit peu organisé ses idées avant qu'on fasse le tour de table. Ça a l'air de rien comme changement. Pourquoi est-ce que c'est très puissant ? Parce que quand on est dans un tour de table, si la première personne dit « Oui, chef, super projet », la deuxième dit « Je suis tout à fait d'accord », la troisième dit « Formidable, d'ailleurs, je l'ai toujours dit », et que tu es la quatrième à t'exprimer, et au fond, tu avais un petit doute, eh ben t'en as plus. Oui, t'as plus de doute du tout. Si en revanche, tu l'as écrit sur ton bloc-notes, voilà les raisons pour lesquelles j'ai un doute, il y a un petit peu plus de chances pour que tu les exprimes. Et donc cette diversité d'opinions, qui aurait été étouffée par la mécanique de la pensée de groupe, va avoir un petit peu plus de chances de s'exprimer. Ce que j'illustre avec cet exemple, c'est que la diversité cognitive, c'est formidable, mais si on ne crée pas les conditions pour qu'elle s'exprime, elle ne sert à rien. Mais je suis d'accord, parce qu'en fait, je trouve qu'on n'a jamais été aussi intolérant actuellement sur la diversité des opinions. Il y a une forme de pensée unique, mais presque pas causée, mais en fait, par le sujet de la diversité. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors, je sais pas si c'est presque devenu tabou. Je ne sais pas si on est plus intolérant qu'à l'époque de l'Inquisition, mais effectivement, il y a des sujets tabous. Moi, si je dis aujourd'hui j'adore Trump, bon, alors là, on ne parle plus. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a des gens qui vont dire « Ah, mais je ne parle pas à cette personne. » J'ai pas dit que je donne un exemple. C'est un exemple très intéressant. Tout le monde parle du principe que tout le monde est d'accord que c'est un débile. C'est un exemple très intéressant parce que la diversité, c'est aussi ça. La diversité, c'est aussi la diversité, par exemple, d'opinions politiques. La diversité, ça veut dire travailler avec des gens dont les opinions politiques te choquent, te révulsent. Et accepter qu'on a en face de nous des êtres humains qui sont aussi... qui ont autant le droit d'exprimer leurs opinions que nous, même si elles nous choquent, et que dans une entreprise qui doit être un espace où on fait des choses ensemble qui, en principe, n'ont pas de rapport avec nos opinions politiques, sauf exception, on doit être capable de mettre ça de côté et de travailler ensemble au service de l'intérêt commun. Et il ne faut pas sous-estimer le confort que ça donne de travailler dans un environnement homogène du point de vue des valeurs et de la culture, pour justement éviter ces tensions, ces frictions, ces conflits de valeurs, qui sont des conflits affectifs et donc difficiles à résoudre. Hein. Il ne faut pas sous-estimer le confort que donne l'homogénéité, et inversement, la difficulté que ça va créer quand on a de la vraie diversité. Tout le monde chante les louanges de la diversité, moi aussi. Encore une fois, si j'écris un livre sur la diversité, c'est pas pour dire qu'il en faut moins, c'est pour dire qu'il en faut plus. Mais ne nous voilons pas la face sur le fait que la diversité cognitive ne vient pas spontanément avec la diversité démographique, et que la diversité
d'origine et de démographie va s'accompagner de tensions, par exemple sur des conflits de valeurs, qu'il va falloir être capable de gérer. Et d'où l'intérêt, je trouve, d'avoir les process que tu décris, d'essayer de se confronter quoi, à des idées différentes, de travailler ça. Quoi. Je trouve que c'est vraiment un sujet... Absolument. Et d'où l'importance aussi, dans les processus de choix qu'on a, de donner sa chance à la diversité en essayant de, une fois de plus, prendre les bonnes décisions. Une des choses qui me frappe beaucoup qui m'a beaucoup frappé quand j'ai regardé les statistiques pour écrire ce livre qui s'appelle « La diversité n'est pas ce que vous croyez », c'est que on me disait toujours la raison pour laquelle on manque de diversité, c'est les biais cognitifs. C'est d'ailleurs pour ça qu'on aime parler du sujet. Et effectivement, parmi les biais cognitifs, il y en a qui créent des stéréotypes. On a des stéréotypes de genre qui sont très ancrés, qui n'évoluent curieusement pas beaucoup en dépit de la participation croissante des femmes au monde du travail depuis 80 ans et de leur rôle de plus en plus important dans les entreprises, en politique, etc., on a toujours des stéréotypes de genre qui sont profondément ancrés. Et donc on me disait, venez nous aider à vaincre ces stéréotypes de genre, il faut que vous nous aidiez à faire des formations sur les biais cognitifs, par exemple, pour que les managers prennent conscience de leurs biais cognitifs. Et je trouvais ça intéressant, donc j'ai regardé un peu ce que disait la recherche là-dessus, et j'ai découvert en fait deux sortes de choses, deux séries de choses intéressantes. La première, c'est que les stéréotypes de genre sont effectivement très réels, bien présents dans toute la société, et pourtant, il y a des endroits où on voit des femmes qui prennent les commandes. Il y en a même beaucoup. Au gouvernement, il y a aujourd'hui 42% de femmes. C'est le premier gouvernement qui n'est pas strictement paritaire depuis un petit moment. C'était 50% dans tous les gouvernements précédents. Enfin, 42, c'est toujours 4 fois plus que parmi les PDG du SBF 120, où il y en a 11%. Même au Parlement, il y a 37 ou 38% de femmes, de mémoire. Parmi les juges de cour d'appel, donc un des niveaux les plus élevés de la magistrature, il y en a 66%. À l'École nationale de magistrature, il y en a 80%. Chez les médecins, il y en a plus de 50%. On nous dit toujours qu'il n'y a pas beaucoup de femmes parmi les ingénieurs. C'est vrai, mais dans l'ensemble des formations scientifiques, il y a une majorité de femmes. Donc, les femmes prennent le pouvoir partout, sauf dans les entreprises. Si c'était les stéréotypes de genre qu'on a dans toute la société qui en étaient la même cause devrait produire les mêmes effets partout. Donc, s'il y a un problème spécifique aux entreprises, c'est qu'il y a une cause spécifique aux entreprises. Donc, dire que c'est les biais cognitifs et les stéréotypes de genre qui sont la cause du problème, c'est pas complètement satisfaisant. Deuxième observation, des formations à débusquer les biais cognitifs, à prendre conscience des stéréotypes, etc., il y en a beaucoup. Il y en a énormément, en particulier aux États-Unis. Ce type de formation est un marché de 7 milliards de dollars par an. C'est quand même pas rien. Olivier, là, tu vas conquérir le monde. Il y a un super business. Il y a juste un petit problème, c'est qu'elle ne marche pas. On a des études nombreuses, pas aussi nombreuses qu'il faudrait, parce que malheureusement, on ne mesure pas toujours l'efficacité des formations avec toute la rigueur nécessaire, mais toutes les études qu'on a suggèrent qu'au mieux, ces formations ne marchent pas. Au pire, elles sont contre-productives. C'est-à-dire qu'il y a des études qui suggèrent que dans les entreprises où on a mis en place ce type de formation obligatoire, il y a, après quelques années, moins de femmes et moins de noirs, puisqu'aux États-Unis, c'est en particulier la diversité raciale qui est en question, au poste de responsabilité. On va te dire en ce moment que ça recule, d'ailleurs, le sujet de la diversité. Aujourd'hui, évidemment, ça recule, parce qu'il y a une espèce de backlash qui s'explique par des raisons contextuelles et politiques américaines, mais laissons de côté le sujet, le sujet du backlash américain qui n'est pas le nôtre, qui est une réponse américaine à des excès américains et dans un contexte américain. Ce qui en revanche est clair, c'est que les formations où on va mettre les gens dans une salle et essayer de les culpabiliser en leur disant « Vous ne vous en rendiez pas compte, mais vous êtes sexiste et vous êtes raciste », assez logiquement, ça les agace.
Et quand on est agacé, on a tendance à faire le contraire de ce qu'on nous demande de faire. N'importe quel parent d'adolescent sait que quand on lui demande de faire quelque chose, il va faire état de son autonomie, il va montrer retrouver sa liberté en faisant le contraire de ce qu'on lui demande de faire. Et les managers se comportent pas très différemment. En psychologie, on appelle ça la réactance. Quand on essaye de les forcer à faire quelque chose, ils vont faire le contraire. Donc, ces formations ne marchent pas très bien. Au fond, pourquoi est-ce qu'on a, dans des entreprises où on a 50% de femmes à l'entrée, puisqu'on a plus de 50% de femmes dans toutes les formations où elles recrutent, pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec 10% de femmes parmi les présidents, 20% dans les comités de direction et 30% au niveau de management supérieur? Au fond, ce que ça devrait nous dire, c'est qu'on a un problème de sélection. Si on a un système qui est censé être méritocratique, si les mérites sont également répartis, ce dont a priori personne ne doute, et si au départ on a 50-50 et qu'à l'arrivée on n'a pas 50-50, c'est que ce qu'on a évalué, c'est pas le mérite. C'est autre chose. Et donc ce que je me suis demandé dans ce livre, c'est quelle est cette autre chose? Comment, au fond, est-ce qu'on arrive en partant de 50-50 à 90-10 ou à 80-20 ? Et je crois que la réponse à ça, elle est effectivement dans un stéréotype. Mais pas dans le stéréotype de genre, ou pas seulement. Elle est en fait dans le stéréotype du leadership. Elle est dans le fait qu'à chaque étape des parcours de carrière, ce qu'on évalue n'est pas tant le mérite, parce que ce qu'on appelle le mérite va être évalué sur des bases de jugement, d'intuition, de pattern recognition, par ressemblance avec des types de leaders passés, qui sont beaucoup plus souvent des hommes, et par évaluation de qualité soft, je dis qualité soft et pas soft skills parce que c'est pas de ça que je parle, qui vont être des choses comme la vision, le charisme, l'ambition, la niaque. Moi j'ai les 4. Le goût de la compétition. Alors bien sûr tu as les 4. Heureusement, tout le monde, homme ou femme, a les 4. Mais ces qualités, quand elles sont évaluées de manière stéréotypée, vont nous pousser plus souvent vers des hommes que vers des femmes. D'accord. Parce que les modèles qu'on a pour évaluer ces supposées qualités sont des modèles plutôt masculins. Quand tu me dis que tu as les 4, méfie-toi, parce que la chose suivante que je vais te dire, c'est que c'est pas les bonnes qualités chez les leaders. D'accord, merde. Alors, elles sont effectivement peu différentes chez les hommes et chez les femmes. Elles sont évaluées par association stéréotypique comme étant plus présentes chez les hommes que chez les femmes. Ça ne veut pas dire que les femmes ont moins d'ambition que les hommes. Elles en ont pas moins. Ça ne veut pas dire que les femmes sont moins capables d'avoir de la vision que les hommes. Elles en ont pas moins. Le vrai problème, c'est que l'ambition, la vision ou le goût de la compétition ne sont pas nécessairement les qualités les plus importantes chez un dirigeant ou chez une dirigeante. En réalité, est-ce que c'est de ça qu'on a besoin? Eh bien en fait, il n'est pas du tout clair que la réponse soit oui. Il y a des tas de qualités dont on parle beaucoup moins quand on choisit les leaders, qui sont plus stéréotypiquement féminines, mais dont je vais te dire à mon tour, mais je les ai aussi, bien que je sois un homme, et qui sont tout à fait importantes. Par exemple, la compétence technique sur le sujet dont on parle. C'est pas complètement anecdotique. Par exemple, l'intégrité. Tiens, on n'en parle pas souvent, mais c'est quand même très très important. Par exemple, les fameux soft skills dont tu parlais tout à l'heure, l'empathie, les qualités relationnelles, la capacité à développer les talents autour de soi. Voilà des qualités qu'on associe stéréotypiquement, et à tort, plus aux femmes qu'aux hommes. À tort parce que c'est pas tout blanc ou tout noir, à tort parce qu'il y a une toute petite différence. Donc quand on a des modèles de leadership plus équilibrés, et en fait plus appropriés, plus propices au choix des meilleurs dirigeants, on va avoir des modèles moins stéréotypés et donc moins miroirocratiques, c'est-à-dire qui reproduisent moins comme un miroir le modèle qu'on avait avant, et donc on va avoir plus de diversité. Donc si on veut avoir plus de diversité dans les instances dirigeantes, ce qu'il faut, c'est changer la manière dont on choisit les leaders.
Bon, il faudra vraiment qu'on refasse un podcast. Je reste sur ma faim, j'ai encore... Malheureusement, on va devoir s'arrêter là. Avant de clôturer notre épisode, notre échange, est-ce que tu pourrais me partager peut-être une philosophie de vie, une citation, quelque chose qui t'inspire? On dit généralement, si tu avais un grand bureau et qu'il y avait une affiche derrière, il serait écrit quoi dessus, quoi? Il y a une phrase à laquelle je pense souvent de Daniel Kahneman, qui nous a quittés il y a tout juste un an, qui est en fait une conclusion factuelle et scientifique de ses études psychologiques, et qui rejoint une grande partie des sagesses anciennes. Et la manière dont il le formule, c'est: rien n'est aussi important que vous le pensez au moment où vous y pensez. J'entends, ça résonne. Très bien, merci. Et la dernière question, si je devais... Enfin, est-ce qu'il y a une personne que tu admires, que je pourrais inviter? Je précise généralement qu'il soit vivante et idéalement pas trop compliqué à joindre. Dans ce podcast, quand tu as compris un peu... Si je te dis Jésus-Christ, donc ça va pas le faire. Ouais. Non, mince. Non, je t'assure, j'ai eu des gens compliqués à joindre. Donc voilà, qui je pourrais inviter et quelles questions je devrais lui poser? Écoute, il y a beaucoup de gens que je pourrais te conseiller. Il y a une personne en particulier que je trouve qu'on n'entend pas souvent dans des podcasts et qui est formidable, et qui s'appelle Clarisse Magnin, qui est la patronne de McKinsey en France. Okay. Et comme j'ai longtemps travaillé chez McKinsey, je sais que c'est une organisation exigeante, difficile, et je pense que la question que tu devrais lui poser, c'est comment est-ce qu'on gère une organisation pareille quand on est... une femme jeune, incroyablement talentueuse, et dans une situation qui en plus n'est pas un contexte particulièrement facile. Ah bah écoute, j'adorerais, je vais la contacter de ta part. Contacte-la de ma part. Trop bien. Bon, un grand merci en tout cas Olivier. On souhaite plein de succès à ton nouveau livre à venir. Merci. On invite tout le monde à le commander. Moi aussi, je vais le dévorer. Merci infiniment en tout cas d'avoir accepté si gentiment et facilement cette invitation. Un grand plaisir. Et j'espère à très vite. Voilà. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, s'il vous plaît, laissez un avis sur iTunes et les autres plateformes d'écoute. Partagez cet épisode autour de vous et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode de Yes We Care, le podcast des dirigeants qui font rimer succès avec humanité.